Dans la précédente vidéo, on a défini le stress aigu comme une réaction d'adaptation qui permettait de faire face, de façon optimale, à des situations dangereuses ou délicates. Mais lorsque ces réactions sont trop fréquentes, ça peut conduire à un déséquilibre qui peut alors devenir néfaste pour l'individu. On parle alors de stress chronique. Et ce stress chronique, il peut entraîner des tas de problèmes, psychologiques bien sûr, mais également physiques. Alors, quelles sont les causes et les conséquences du stress chronique et quelles sont les solutions qui nous permettent d'en sortir? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Alors, c'est parti! Et dans une première partie, nous allons rentrer dans les détails de ce qu'est le stress chronique, en abordant notamment ses conséquences. En fait, le stress chronique, il commence à apparaître lorsque l'organisme est soumis trop fréquemment à des réactions de stress aigu. Et dans ce cas, ça aura des impacts physiologiques sur l'organisme, qui peuvent devenir problématiques. Alors déjà, je rappelle que la réaction de stress aigu, elle débouche sur l'émission d'hormones. L'adrénaline, le CRH, la CTH et bien sûr le cortisol. Ces hormones, sur le court terme, c'est elles qui vont déclencher les symptômes du stress, qui permettent une adaptation du corps face à l'agent stresseur. Mais sur le long terme, ces hormones, elles peuvent provoquer des modifications structurales dans notre cerveau, notamment sur les structures impliquées dans la gestion du stress, à savoir le cortex préfrontal, l'hypothalamus et le système limbique. Alors pour se rendre compte de ça, des scientifiques ont réalisé des études comparatives entre des individus souffrant de stress chronique et des individus témoins. Au passage, ces études elles ont pu être faites grâce à l'utilisation de l'IRM, qui est une technique d'imagerie médicale permettant de voir dans les détails les structures du cerveau. Ou plus simplement, les médecins ont aussi pu réaliser des dissections sur des individus décédés. Et les résultats de ces études comparatives, ils sont sans appel. Il y a bel et bien des différences significatives entre le groupe témoin et le groupe atteint de stress chronique. Alors parmi ces différences, on a pu constater que l'hippocampe des individus stressés était en moyenne plus petit que chez les individus témoins. Idem pour le cortex préfrontal, lui aussi moins volumineux dans le groupe testé. Et ce n'est pas tout, car quand on regarde au niveau cellulaire, ces diminutions de taille, elles s'accompagnent aussi d'une diminution de la neurogénèse et d'une diminution du nombre de dendrites. Donc en gros, ça signifie qu'il y a une diminution des connexions nerveuses entre les neurones dans ces deux zones cérébrales. Et en revanche, au niveau de l'amygdale, là, c'est l'inverse. Les médecins ont constaté, en effet, la présence d'une amygdale en moyenne plus volumineuse chez les individus stressés par rapport au groupe témoin, avec cette fois des connexions nerveuses plus nombreuses que chez les individus normaux. Alors je rappelle que les trois zones cérébrales dont on vient de parler sont impliquées dans la réaction de stress. Oui, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ce sont bien les interactions entre le cortex préfrontal et le système limbique, dont l'hippocampe et l'amygdale font partie, qui permettent d'activer l'hypothalamus, qui pourra ensuite lui-même déclencher le stress via la stimulation du système nerveux sympathique et via l'émission de CRH. Mais le truc qu'on n'a pas dit dans la dernière vidéo, c'est que ces zones cérébrales, elles ont des rôles différents dans la gestion du stress. Alors déjà, il faut savoir que la sécrétion de CRH, elle est assurée par des neurones qui font partie d'une zone bien spécifique de l'hypothalamus qu'on appelle le noyau paraventriculaire ou encore NPV. Au passage, c'est cette sécrétion de CRH qui va permettre l'ensemble des réactions hormonales responsables de la sécrétion du cortisol. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle l'axe corticotrope. Et le noyau paraventriculaire, donc le NPV, il va lui-même être régulé par une autre zone de l'hypothalamus, le noyau préoptique, ou NPO. Du coup, ce NPO, il va avoir tendance à freiner l'axe corticotrope. Et il est lui-même sous contrôle des trois centres nerveux responsables de la gestion du stress, à savoir le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale. Mais ces trois centres n'auront pas le même effet sur ce noyau préoptique. L'amygdale, lui, il va plutôt avoir tendance à l'inhiber, ce qui aura pour conséquence une augmentation de l'activité du NPV, donc une stimulation de l'axe corticotrope, une augmentation du stress, quoi. Mais par contre, l'hippocampe et le cortex préfrontal, eux, ils vont plutôt stimuler le NPO, ce qui entraînera une inhibition renforcée sur le noyau paraventriculaire, donc un frein plus important de l'axe corticotrope. Or, comme on l'a vu à l'instant, chez les individus souffrant de stress chronique, l'amygdale est plus développée
tandis que le cortex préfrontal et l'hippocampe sont au contraire moins développés. Ainsi, ces modifications cérébrales, elles auront tendance à augmenter la stimulation de l'axe corticotrope, ce qui entraînera le déclenchement de réactions de stress plus fréquentes et plus prolongées. Réactions de stress qui elles-mêmes auront tendance à diminuer la taille de l'hippocampe et du cortex préfrontal et à augmenter la taille de l'amygdale. Du coup là, on voit bien qu'on a une espèce de cercle vicieux, ce qu'on appelle une boucle d'amplification, qui aura tendance à accentuer de plus en plus le stress chronique jusqu'à le rendre hors de contrôle. Et ce n'est pas tout, car au niveau de l'hypothalamus, ce stress chronique, il a aussi tendance à diminuer la quantité de certains récepteurs moléculaires, dont le rôle est de freiner l'axe corticotrope. En fait, au niveau des synapses entre le NPO et le NPV, on a des neurotransmetteurs qui sont un peu particuliers, et qu'on appelle le GABA. Et ce GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, qui a tendance à hyperpolariser la membrane du neurone post-synaptique, ce qui empêchera l'émission de messages nerveux par les neurones du NPV. Comme tout neurotransmetteur, ce GABA, pour agir, il a besoin de se fixer sur des récepteurs spécifiques, qui se trouvent sur la membrane du neurone post-synaptique. Et bien en fait, il était démontré que le stress chronique diminuait la quantité de ces récepteurs spécifiques, ce qui aura pour conséquence de diminuer l'effet inhibiteur du NPO, et donc d'intensifier l'axe corticotrope. De même, toujours au niveau des neurones du NPV, on a aussi des récepteurs spécifiques au cortisol, qui permettent eux aussi de freiner l'activation des neurones. Eh bien oui, je rappelle que le cortisol, grâce à ses récepteurs spécifiques, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, ce qui permet normalement la résilience de la réaction de stress. Eh bien, dans le cas d'un individu souffrant de stress chronique, on constate qu'il y a encore une fois une diminution de ces récepteurs spécifiques au cortisol, ce qui, encore une fois, va diminuer le frein sur l'axe corticotrope. Du coup, si on récapitule tout ça, la survenue de réactions de stress trop fréquentes entraînera la diminution progressive de tous les freins qui s'exercent normalement sur l'axe corticotrope, ce qui aura tendance à accentuer les réactions de stress, qui deviendront encore plus fréquentes et encore plus prolongées. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est un phénomène qui a tendance à s'auto-entretenir et même à s'auto-amplifier. Voilà pour ces modifications cérébrales, qui reposent d'ailleurs sur le mécanisme de la plasticité cérébrale qu'on avait déjà abordé dans une précédente vidéo. Cette plasticité cérébrale, elle est généralement utile pour que l'individu s'adapte à son environnement, mais dans ce cas précis du stress chronique, on voit bien que les conséquences seront néfastes, et c'est pour ça qu'on parle de plasticité cérébrale mal adaptative. Et ce stress chronique, en plus d'être néfaste pour le bien-être de l'individu, parce que c'est jamais vraiment agréable d'être stressé tout le temps, il peut devenir dangereux pour la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Alors commençons déjà par la santé mentale. On sait que le stress chronique entraîne un développement de l'amygdale et une régression du cortex préfrontal et de l'hippocampe. Or, il faut savoir que ces trois centres nerveux possèdent d'autres fonctions que la simple gestion du stress. Par exemple, l'amygdale, en plus de gérer le stress, elle va aussi prendre en charge la gestion des émotions. Ainsi, lorsque l'amygdale se développe, dans le cadre d'un stress chronique, cela aura tendance à exacerber les émotions, en particulier la colère ou l'anxiété. Ainsi, l'individu stressé aura tendance à devenir irritable et angoissé, ce qui jouera négativement sur son bien-être et sa relation aux autres. Concernant le cortex préfrontal, qui gère la flexibilité mentale, et l'hippocampe, qui gère la mémoire et les apprentissages, leur régression entraînera une perturbation des capacités cognitives, avec justement des troubles de la mémoire et de l'apprentissage. Du coup, à cause de ces modifications dans ces trois zones cérébrales, le stress chronique peut conduire à différentes perturbations psychologiques, dont la dépression, des troubles du sommeil, des addictions ou encore des perturbations de l'attention et des performances cognitives. Mais ce n'est pas tout, car le stress chronique peut également avoir des conséquences sur la santé physique de l'individu. Déjà, les perturbations psychologiques qu'on vient d'évoquer peuvent déboucher sur des comportements à risque, en particulier dans le domaine de l'alimentation. Comme on vient de le dire, le stress chronique peut favoriser les addictions, ce qui peut pousser à la consommation d'alcool, de tabac ou à des prises alimentaires excessives qui peuvent déboucher sur une prise de poids, voire une obésité. Autant de facteurs qui peuvent s'avérer dangereux pour la santé physique de l'individu. Mais les problèmes de santé ne découlent pas tous des perturbations psychologiques. En effet, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le stress aigu entraîne une augmentation de la glycémie, grâce à la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Du coup, si l'individu est atteint de stress chronique,
ces hyperglycémies à répétition peuvent entraîner une perte d'efficacité de l'insuline et donc favoriser l'apparition d'un diabète de type 2. Au passage, si vous voulez en savoir plus sur cette pathologie, je vous invite à voir une de mes précédentes vidéos sur le contrôle de la glycémie, si ce n'est pas déjà fait. En outre, je rappelle que le stress entraîne une augmentation du rythme cardiaque, ce qui peut favoriser à terme une hypertension artérielle. Du coup, en favorisant l'obésité, le diabète et la tension artérielle, le stress chronique peut augmenter la probabilité des accidents cardiovasculaires, comme les AVC ou les infarctus du myocarde. Et enfin, le cortisol, il entraîne également une inhibition du système immunitaire qui nous sert quand même à nous défendre contre des infections éventuelles. Ainsi, les individus souffrant de stress chronique auront tendance à être plus vulnérables aux maladies infectieuses. Du coup, comme on vient de le voir, le stress chronique c'est quelque chose de désagréable mais également de dangereux pour la santé de l'individu. Mais heureusement, il existe des solutions qui permettent de lutter contre cette pathologie. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe des médicaments, les benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques qui permettent de diminuer le stress de manière efficace. En fait, ces benzodiazépines, ils vont agir sur les neurones à GABA, qu'on évoquait tout à l'heure. Alors je rappelle qu'il s'agit de neurones inhibiteurs reliant le noyau préoptique au noyau paraventriculaire. Ces neurones, ils émettent des neurotransmetteurs de type GABA qui vont se fixer sur des récepteurs spécifiques, ce qui va entraîner une hyperpolarisation du neurone postsynaptique. C'est cette hyperpolarisation qui freine l'activité du NPV, ce qui empêche de déclencher une réaction de stress. Et en fait, les benzodiazépines, ils vont eux-mêmes se fixer sur les récepteurs spécifiques, ce qui permettra de faciliter la fixation du GABA. Et ça, ça va permettre d'accentuer l'hyperpolarisation. Ainsi, grâce à ces médicaments, on aura une inhibition plus importante du NPV de l'hypothalamus, ce qui freinera la réaction de stress. Mais attention quand même, car ces médicaments présentent également des effets secondaires, comme des somnolences, des troubles de l'attention et des troubles de la mémoire. Et surtout, mal utilisés, ils peuvent également provoquer une accoutumance et une addiction. Ainsi, la prise de ces médicaments doit être effectuée sous un contrôle médical strict. Quoi qu'il en soit, avant d'en arriver là, le stress peut être réduit grâce à certaines pratiques non médicamenteuses, qui peuvent aussi s'avérer très efficaces et qui ne présentent pas les inconvénients propres aux benzodiazépines. En gros déjà, toute pratique qui apporte de la détente permet de lutter contre le stress. Alors ça peut être de la méditation, du yoga, de la lecture, une bonne série Netflix ou juste le fait de passer de bons moments avec des amis. Mais l'activité la plus efficace pour lutter contre le stress reste la pratique d'une activité physique. Et oui, faire du sport, c'est non seulement essentiel pour votre santé physique, mais ça permet aussi de préserver la santé mentale. Alors du coup, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et je finirai par dire un mot vite fait sur les facteurs de risque du stress chronique. Alors bien sûr, le stress, il est généré avant tout par des conditions environnementales, le mode de vie, etc. Mais il faut savoir que chaque individu va réagir différemment aux agents stresseurs, et ce à cause de nombreux facteurs. Alors déjà, génétiquement, on est loin d'être tous égaux face au stress. Des études réalisées sur des souris montrent que, face à un même agent stresseur, certaines sont plus résilientes que d'autres, malgré le fait que l'environnement soit parfaitement le même. Ce qui suggère un rôle important du patrimoine génétique dans la survenue d'un stress chronique. Les scientifiques ont d'ailleurs pu identifier certains gènes impliqués dans le stress chez l'être humain, même si on est encore loin d'avoir tout élucidé de ce côté-là. Et il ne faut pas négliger non plus l'importance des facteurs psychologiques, mais également sociaux et émotionnels qui sont propres à chacun et qui jouent également un rôle crucial dans le déclenchement d'un stress chronique. Voilà, alors, comme nous l'avons vu, l'apparition d'un stress chronique résulte d'une fréquence trop élevée des réactions de stress, qui finissent par modifier certaines structures cérébrales. L'hippocampe et le cortex préfrontal, qui normalement permettent de freiner le stress, deviennent alors moins développés, tandis que l'amygdale, au contraire, voit son volume augmenter. On a également une diminution de la quantité de récepteurs au GABA et au cortisol, empêchant la régulation normale de l'axe corticotrope. Ainsi, la réaction de stress n'est plus suffisamment freinée, ce qui perturbe la phase de résilience. Et tout ça, ça entraîne des symptômes extrêmement préjudiciables pour l'individu. Donc psychologiquement, le stress chronique peut entraîner une dépression, des troubles du sommeil, des addictions, ainsi qu'une perturbation des facultés cérébrales. Mais le stress chronique peut aussi entraîner des symptômes physiques, comme l'obésité, la tension artérielle ou le diabète, qui sont autant de facteurs de risque pour des maladies cardiovasculaires. Mais heureusement, des solutions existent pour sortir de cette spirale infernale. On a des solutions médicamenteuses, avec notamment les benzodiazépines,
qui permettent d'augmenter l'efficacité des synapses au GABA, mais on a aussi des solutions non médicamenteuses comme la méditation, la relaxation ou encore la pratique d'une activité sportive. Ainsi, si vous pensez souffrir de stress chronique, il est primordial que vous ménagiez du temps pour vous détendre, et si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé.